On ne se rend pas toujours compte à quel point notre alimentation peut créer de la fatigue, des inflammations, des maux de ventre. Aujourd'hui, le thème de la vidéo va être consacré aux semis que planter dans son potager avec des légumes, des fruits, pour justement avoir des légumes qui sont moins riches en glucides, parce que c'est justement un élément très important pour notre santé, mais également pauvres en toxines, puisqu'on sait aujourd'hui à quel point les légumes et les fruits contiennent des toxines pour ne pas être consommés et qui nous rendent malades. Donc ça va être le sujet d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans Respire, Ressent, Transforme. Je suis Nadine et je vous accompagne pour prévenir la maladie, optimiser votre santé et retrouver vitalité et équilibre. Chaque épisode vous offre des outils concrets et pratiques basés sur les 5 piliers de la méthode RRT. Respiration transformatrice, mouvement libérateur, connaissance et estime de soi, harmonie de votre lieu de vie et alimentation adaptée pauvre en glucides. Abonnez-vous et commencez dès aujourd'hui à respirer, ressentir et transformer votre vie. Belle écoute! Bonjour, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo où je vais vous partager que planter comme semis dans son potager. Comme vous le savez peut-être, si vous me suivez depuis déjà quelques temps, je vis en semi-autonomie sur le sommet de ma petite montagne en Moselle. Et donc depuis déjà 3 années, j'ai entamé un changement en partant vivre donc dans un petit chalet et en rendant vraiment tout mon terrain autonome, que ce soit en alimentation au maximum, en eau, en électricité. Donc le thème d'aujourd'hui, ce sont les semis parce que nous sommes fin janvier, c'est-à-dire à la période où il faut passer commande parce que sinon après ça va devenir de plus en plus difficile de trouver les semis que l'on souhaite. Comme vous le savez, je suis donc naturopathe, orientée vers tout ce qui est nutrition fonctionnelle et donc forcément je tiens compte de la qualité de l'alimentation, des légumes, des fruits que l'on consomme tous les jours. On sait que les pôles s'appauvrissent au fur et à mesure des décennies et sont très pollués de nos jours. Malgré tout, ça n'empêche pas que le fait d'avoir justement son potager à la maison va permettre d'enrichir naturellement son sol et d'avoir des légumes. Déjà, on va savoir d'où est-ce qu'ils viennent, comment ils ont été entretenus, comment on en a pris soin, et surtout qu'on n'a pas mis de produits néfastes pour notre santé sur nos légumes. Et aussi, le choix qui est fondamental, c'est quel semis je vais planter dans mon potager. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je pourrais développer par la suite justement comment enrichir son sol pour avoir justement davantage de nutriments dans ses légumes. Je pourrais également vous parler de ma forêt comestible, forêt potagère, mais également par exemple de mes œufs, de mes canards. C'est vraiment, l'alimentation est un sujet vaste et ce que l'on peut faire chez soi lorsqu'on a du terrain, c'est également très vaste. Bien sûr, on peut pas, donc tout le monde n'a pas forcément un terrain. Moi par exemple, j'expérimente donc l'alimentation via mon potager, mais également donc via une forêt comestible et également au niveau des terrasses dans des bacs. Ça permet justement que tout le monde puisse essayer d'avoir quand même un maximum de légumes maison. On peut pas forcément tout avoir, mais on peut quand même avoir déjà pas mal de choses chez soi. Donc en alimentation fonctionnelle, il y a des points très importants. On va choisir des aliments qui sont pauvres en glucides, parce qu'on sait aujourd'hui à quel point les glucides sont néfastes pour notre santé, puisque notre corps en fabrique déjà naturellement à peu près 1 cuillère à café, donc on n'a pas besoin d'en ajouter par l'alimentation. Cependant, on en trouve un peu partout, forcément dans les aliments transformés, mais également dans les légumes et les fruits. On n'y pense pas toujours, mais pourtant c'est très très important de le savoir. Donc en alimentation fonctionnelle, on va privilégier donc une alimentation anti-inflammatoire et également pour éviter différentes maladies. Donc on va baisser au maximum les glucides dans sa journée. Un homme et une femme, nous n'avons pas les mêmes besoins en glucides et après cela va dépendre également de notre activité dans la journée. Est-ce qu'on est sédentaire ou est-ce qu'on fait beaucoup de sport? Cela va également modifier la quantité de glucides que l'on peut consommer chaque jour. Donc là, dans ma liste, celle que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est vraiment, on va rester vraiment dans des semis de légumes vraiment pauvres en glucides. Ce qui va faire que la liste est plutôt courte, mais malgré tout est déjà très très intéressante. Après, bien sûr, on peut l'aménager suivant nos besoins en glucides journaliers. Au niveau des toxines, je vais vous parler de ce livre, donc Toxic Veggies de Sally Norton, qui est un livre où elle explique comment elle est sortie de la maladie, alors qu'elle était donc en chaise roulante depuis 4 années, et comment, en prenant connaissance des toxines qu'il y a dans les légumes et les fruits, elle a pu justement en quelques temps marcher à nouveau et sortir de la maladie. Donc c'est un livre vraiment très intéressant si cela vous intéresse.
J'en ai déjà parlé précédemment dans des vidéos, mais les légumes et les fruits en fait ne veulent pas être mangés, ne veulent pas être consommés. Et donc pour se protéger des prédateurs, elles sécrètent donc des toxines. Chacune a un peu des toxines un peu différentes, on va dire. Le grammage n'est pas le même. Et certaines ne veulent pas du tout être mangées. Et d'autres ont besoin d'être mangées pour être semées bien plus loin que là où il y a la plante mère. Donc voilà, c'est un vaste sujet. Et donc ils ne sont pas tous égaux en termes donc, de quantité d'oxalates, lectines. Donc, voilà, il en existe une 50aine. Donc je vous invite vivement à lire ce livre. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je ferai certainement une chronique littéraire spéciale pour ce livre. Aujourd'hui, je vais simplement vous parler en fait de ma liste. Donc, j'ai fait une liste par zone. Donc, quand on est en autonomie, on travaille par zone. C'est une liste que vous pouvez télécharger sur le cercle RRT à voir donc sur mon site respire-ressentransforme.com. Parce qu'en fait, quand on travaille par zone, en permaculture, on va dire la zone 1 est la zone la plus proche de la maison pour justement ne pas avoir à trop marcher lorsqu'on fait son repas. Zone 2 sera un peu plus loin, zone 3 en fait. À chaque fois, plus le chiffre est grand et plus la zone est éloignée de la cuisine. L'idée étant toujours de gagner du temps lorsqu'on veut cuisiner et donc de ne pas avoir à faire trop de pas pour chercher sa nourriture. On note également ce qui est très important et qu'on retrouve beaucoup en médecine ayurvédique, c'est que on va cueillir en fait les légumes, les fruits que l'on va manger juste avant de les manger parce que plus on attend et plus on perd des nutriments mais également le côté énergétique si on s'intéresse à l'énergétique. Alors au niveau des glucides, la grande majorité donc des légumes et des fruits en contiennent beaucoup et également les oxalates. On va retenir au niveau des oxalates, on peut imaginer en fait que ce sont comme des petits couteaux que lorsqu'on mange donc ces légumes, ces petits couteaux viennent abîmer notre microbiote, nos intestins, en fait notre organisme. Pour schématiser assez simplement. Et ils sont très difficiles en fait à enlever, c'est-à-dire que même si on va les cuire, faire des trempages, c'est très très difficile de les supprimer. En fait, on peut pas les supprimer complètement, on peut en supprimer un tout petit peu, mais c'est tellement négligeable que voilà, il faut vraiment faire attention à ce que l'on mange. Donc, une règle d'or en alimentation fonctionnelle, c'est qu'on va varier au maximum ce que l'on mange. C'est-à-dire en termes de couleur, mais également en termes de choix de légumes chaque jour. Alors bien sûr, là où il y a la difficulté, c'est lorsqu'on souhaite avoir une alimentation pauvre en glucides, c'est que en fait, il ne reste pas énormément de légumes en fait. Donc, dans ma zone 1, moi je place en fait tout ce qui est donc salade et feuilles. En fait, c'est ce qu'on retient en alimentation pauvre en glucides et alimentation cétogène, c'est principalement les légumes verts et les légumes à feuilles. Comme par exemple donc la laitue romaine, la laitue bibe, iceberg, pommée, la mâche, la roquette, les endives, les scaroles, les cressons et le mesclun. Alors attention dans le mesclun, surtout pas le mesclun avec les épinards. Les épinards sont certainement l'aliment en fait où il y a le plus d'oxalates, donc on fait très attention au niveau des épinards. Donc ça c'est la base qui va être vraiment proche de la maison. C'est ce qu'on va mettre vraiment dans son potager le plus près. Et ensuite dans la zone 2, ce sont vraiment les légumes qu'on va plutôt cuire, qui sont rassasiants, qui sont également riches en nutriments, parce que ma liste, pour moi, c'est également très important d'avoir les légumes qui sont riches en nutriments. Donc j'ai également fait ma liste par rapport à cela. Et donc là, dans la zone 2, on va plutôt mettre donc des choux-fleurs, des brocolis, des choux blancs, choux verts, choux de Milan, choux chinois, choux de Bruxelles, mais avec parcimonie. Il y a également le calé lacinato, qu'on peut également appeler le calé dinosaure. Ensuite, dans la zone 3, donc là, on va déjà être un peu plus loin. Ce sont les légumes que l'on va manger un peu moins. Ça va être par exemple la courgette. On n'oublie pas, il faut enlever les pépins, il faut enlever la peau. Le concombre, fenouil, céleri branche, les asperges, les radis rouges, le daikon et les champignons, donc comme les paris, pleurotes et le shiitake. Ensuite, en zone 4, ça c'est la zone pour moi qui peut aussi être en zone 1 par exemple. Un point important lorsqu'on a un potager, c'est également, lorsqu'on crée ces zones, c'est d'avoir également ces plantes et ces légumes dans différentes zones parce que on va se rendre compte au fur et à mesure des années et aussi parce que on ne peut pas connaître la météo à l'avance, c'est que certaines zones vont être beaucoup plus humides, d'autres beaucoup plus sèches. Donc chez moi par exemple, j'ai des zones, j'ai un terrain en fait où j'ai le soleil qui se lève
ici et j'ai le soleil en fait toute la journée jusqu'au soir. Mais il y a une zone qui est vraiment très sèche, où l'eau ne reste pas parce que c'est une pente à 8%, et aussi parce que c'est une zone où il y a le plus de soleil toute la journée, donc je l'appelle la zone des rocailles. Donc je vais y planter que des plantes qui justement aiment les sols secs, qui aiment être au soleil toute la journée. Donc ça c'est un point très important. Et c'est également donc en vérifiant, en annotant en fait son plan, qu'on peut justement savoir, ok, là c'est une zone humide, donc je peux plutôt mettre ces légumes là, cette zone elle est sèche, donc je vais plutôt mettre ces légumes là, et après il y a des zones neutres ou entre les deux. Donc pour moi ce qui est important, après quelques années en semi-autonomie, je me suis rendu compte qu'on pense savoir plein de choses quand on fait des recherches sur internet, mais en fait quand on est chez soi, suivant justement le climat, l'altitude, parce que l'altitude change énormément, comme ici par exemple, je suis à 700 mètres d'altitude en Moselle, et lorsqu'il y a du soleil, il y a tout qui crame au sol, tout qui est vert, les feuilles, tout crame tellement le soleil chauffe fort, mais dès qu'il fait nuit, dès qu'il n'y a plus de soleil, il fait froid. Ce qui est également non négligeable lorsqu'on souhaite avoir un potager. Donc pour ça, j'ai créé donc une walipini, une serre semi-enterrée. Et on est en train de construire une autre serre qui sera donc un jardin d'hiver et le jardin donc des agrumes. Donc tout ça, ce sont donc des climats que l'on crée au fur et à mesure pour pouvoir avoir un maximum de légumes, de fruits. Et donc c'est important de bien connaître son terrain et donc de planter, de semer ces légumes sur différentes zones pour voir en fait, ah bah tiens, finalement ce légume là se plaît quand même mieux en terrain sec ou en terrain humide ou neutre. Donc voilà, donc c'est vraiment très important. J'en referai peut-être une vidéo si ça vous intéresse, que j'explique en fait comment bien créer ces zones de culture. Donc, on va revenir donc à la zone 4, qui est donc la zone donc, des aromatiques et des plantes médicinales. Il faut savoir, donc moi je suis herboriste depuis 20 ans. Et donc pour moi, c'est très important de me soigner en fait avec mes plantes. Donc, je me soigne quasiment que avec des plantes. Donc soit avec des tisanes que je crée avec les plantes que j'ai ici, soit avec des huiles essentielles. C'est vraiment, on va dire, 99% de ce que je prends comme médicament ici. Donc, c'est très important pour moi d'avoir donc des plantes aromatiques pour faire des tisanes. Donc, moi, je les classe. J'en ferai également une vidéo dédiée si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire, en fait, dans les commentaires s'il y a des sujets dont je parle que vous aimeriez que je développe. Et donc, bon, les huiles essentielles, je les fabrique pas encore maison parce qu'il faudra des quantités énormes, donc je les achète en bio et également là où j'ai été moi-même formée, donc je connais la marque, je sais qu'ils travaillent vraiment bien. Et donc, j'ai également plusieurs zones, c'est-à-dire que j'ai des zones où j'ai des plantes, des aromates que je peux utiliser par exemple dans mes salades, mais également d'autres zones vraiment dédiées aux plantes pour faire les tisanes. Donc, la liste au niveau donc des plantes aromatiques, donc qui sont à semer mais vraiment en grande quantité parce qu'on en utilise quand même beaucoup dans l'année. C'est la ciboulette, l'aneth, le coriandre, le basilic, le thym, le romarin, la sauge, l'origan, la marjolaine, l'estragon et le laurier. Ensuite, dans les plantes médicinales, c'est la mélisse, la menthe, la camomille, la verveine, le tilleul, le rooibos pour l'infusion. Et les orties, alors attention, les orties, il faut les cueillir lorsqu'elles sont des jeunes pousses. Ensuite, elles se chargent en oxalate. Donc tout ça, ce sont vraiment des plantes que vous pouvez avoir tout le temps. Il faut savoir qu'il faut quand même compter au moins 2 années pour les avoir en grande quantité. L'idée étant d'acheter vos semis à un moment donné lorsque vous vous lancez, mais après de ne plus avoir à en acheter pour faire des économies. Et donc d'utiliser en fait les graines, les fleurs pour semer l'année suivante. Donc ça c'est très important si on souhaite faire des économies et on sait que dans le stress, l'argent étant quand même un point important. Donc autant faire des économies lorsqu'on peut. Et ensuite, donc en zone 5, c'est plutôt des semis-plaisir, c'est-à-dire qu'on va y mettre les légumes, ce que l'on aime bien manger. Pour moi, même si moi-même je suis en alimentation cétogène, je demande quand même à tout le monde, vraiment quand on me consulte, de se lancer dans l'alimentation pauvre en glucides et pas en cétogène, parce que cétogène n'est pas adapté à tout le monde, et aussi parce que il faut vraiment soit avoir une maladie pour que ce soit justifié en fait d'être en cétogène, soit d'avoir envie justement de bien vieillir, de limiter les risques dans le temps, et donc on va diminuer les glucides et c'est déjà très bien. Et donc se faire plaisir pour moi c'est quand même très important parce que lorsqu'il y a des frustrations, on ne tient pas sur le long terme. Donc la zone plaisir, là je vais vous donner ma liste en fait de légumes qui sont quand même un peu plus riches en glucides, mais ça reste quand même raisonnable. Pareil au niveau des oxalates, donc on peut les mettre de temps en temps dans sa semaine.
ou son week-end. Bien sûr, il faut pas en manger tous les jours, ça doit rester quelque chose, un aliment plaisir qu'on met de temps en temps, notamment si vous êtes en alimentation cétogène. Là, on va vraiment le faire au minimal, parce qu'on sait qu'en cétogène, ce qui est intéressant pour notre santé, c'est de le faire sur le long terme. Donc très souvent, on dit qu'il faut au moins 1 an et demi en cétogène, donc sans craquer et sans dépasser les glucides que l'on a le droit de manger dans sa journée, sinon on bousille toute son alimentation cétogène et donc les bienfaits. Donc là, dans cette zone plaisir, ce sont les poivrons verts. On va les peler. Il y a les tomates, donc toujours pareil, sans peau, sans les graines, parce que c'est très souvent en fait au niveau de la peau et des graines qu'il y a justement les substances nocives pour nous. Il y a les oignons rouges. Alors le blanc et jaune, on va le mettre vraiment en peu, vraiment très occasionnel. Light serait apparemment bien toléré par tout le monde. Il y a les courges d'hiver, donc les butternuts, spaghettis, citrouilles. Il y a également les légumineuses, pois chiches, lentilles, haricots. Il y a également les légumes racines comme les pommes de terre rouges, les patates douces, le panais, les carottes, les rutabagas qui sont très riches en glucides et notamment donc en amidon. Et dans les grains, il y a le riz blanc. Alors je dis pas le complet, vraiment le riz blanc, parce que c'est vraiment dans la couche autour du riz qu'on appelle justement le côté complet, qui amène ok des fibres, des nutriments, mais qui amène également énormément d'oxalates et d'autres substances. Voilà donc pour ma liste. Alors je sais que ça peut faire peur à beaucoup de gens parce qu'elle est vraiment quand même très restreinte. C'est pour ça que moi je dis toujours de temps en temps, il faut quand même aller se faire plaisir. Si on va au restaurant, on peut se faire plaisir. Chez les amis, on peut se faire plaisir. Mais ça ne doit pas être une règle dans le sens où on va en remettre tous les jours pour se faire plaisir tous les jours. Je sais que dans la prévention santé, on a souvent peur de ça, de cette alimentation-là. Mais l'ayant expérimenté, moi-même, je suis quelqu'un de très gourmande. Alors je sais que ça se voit pas spécialement, mais je suis quelqu'un qui mange énormément. Je suis très gourmande, ça a toujours été comme ça. Mais voilà, il faut vraiment faire attention sur le long terme parce que on souhaite quand même éviter de tomber malade. Et même en mangeant donc cette alimentation avec ces aliments-là, vraiment, on peut manger très bien. Ce qui est compliqué lorsqu'on change son alimentation, c'est de se dire mince, mais alors qu'est-ce que je vais manger? Il n'y a plus rien en fait dans ma liste. Et moi-même, ça m'a fait très peur au début. Les premiers mois, j'ai vraiment beaucoup galéré. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais punaise, j'en ai marre, je mange toujours la même chose. Parce qu'en fait, l'être humain a tendance à toujours faire les mêmes plats. Donc, on se met quelques petites recettes qui changent. Et puis, on reste toujours là-dedans. Et c'est là où, à un moment donné, on dit stop, j'en peux plus de manger tout le temps la même chose. Parce que justement, on est aussi beaucoup plus limité. Donc, l'idée étant de trouver plein de nouvelles recettes. Et je vais vous en proposer prochainement, donc ici sur ma chaîne. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y réponds toujours assez rapidement. Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez donc le cercle RRT. C'est un endroit en fait où on se retrouve toutes les semaines. J'y propose des cours en ligne, en direct, donc de yoga. Il y a également des ateliers de breathwork. Il y a une fois par mois le cercle sacré qui est lié aux énergies de la nouvelle lune, mais également des ateliers d'art-thérapie. On fait beaucoup de choses. Le cercle RRT est vraiment consacré à tout ce qui est donc régulation du système nerveux, les mouvements conscients pour vraiment se reconnecter à son corps, à son ressenti, améliorer sa souplesse, ses articulations, bouger à nouveau, amener doucement en fait du mouvement dans sa vie. Et également plein d'autres techniques que j'ai appris en 20 années puisque je me suis énormément formée dans différentes techniques de bien-être et de santé naturelle. À côté de cela, j'ai également des formations, des accompagnements dédiés justement à l'alimentation pauvre en glucides. Il y en a une autre qui est dédiée vraiment à la connaissance de soi pour pouvoir aligner sa vie à ses vrais besoins. Donc voilà, je propose pas mal de choses ainsi que des consultations individuelles. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me mettre un petit pouce en l'air parce que ça m'aide énormément à faire connaître justement mes vidéos parce qu'on sait que dès qu'on parle d'alimentation pauvre en glucides et cétogène, très souvent on ne propose plus en fait nos vidéos sur le fil d'actualité et je trouve ça très dommage parce qu'on sait aujourd'hui, notamment avec la décision que vient prendre les États-Unis d'inverser, de modifier la nouvelle pyramide alimentaire, on sait que c'est vraiment ça l'alimentation santé. Donc voilà, si vous souhaitez, aidez-moi à faire connaître mes vidéos, vous pouvez également les partager sur vos différents réseaux. Je vous dis d'avance merci. Voilà, prenez soin de vous, on se retrouve bientôt. Bye bye.